Pêcheur de perles, salut. La perle d'aujourd'hui, samedi 26 octobre, je l'ai tirée d'un petit homme par la taille, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui vaut son poids en dollars ou en renminbi. Ronnie Chan, milliardaire, un hongkongais, qui a fait sa fortune, grâce à son oncle, dans l'immobilier, parle souvent de la Chine. Et dans la conversation que je viens de regarder, il décrit la destinée interrompue de la Chine, interrompue pendant quelques 200 ans, et du fait que la Chine serait revenue sur les rails de la grandeur, toujours d'après Ronnie Chan. La question est de savoir si le train chinois va vers un futur qui entraîne seulement la Chine ou le monde tout entier. Allez, je vous laisse regarder. Tout d'abord, il y a en Chine 1,380 milliard, 1,4 milliard de gens qui étaient très pauvres il y a une trentaine d'années. C'est normal qu'ils aspirent à une vie meilleure, comme n'importe qui, n'importe où dans le monde. Après 40 années plutôt mauvaises, les années 50, 60, 70 et 80, ils ont enfin décidé de changer les choses avec l'aide de Deng Xiaoping. L'ascension de la Chine est donc depuis inéluctable. Pour citer Henry Kissinger, pendant 3000 ans, la Chine a été au sommet de la civilisation. Tandis que les Européens, ce sont les mots de Kissinger, pas les miens, vivaient encore dans des grottes, la Chine était déjà tout en haut. Et c'est un fait. Maintenant, au cours des 2 derniers siècles, la Chine a connu des hauts et des bas. Tant et si bien que la Grande-Bretagne, située à 10 000 km, a été capable de lui arracher Hong Kong. Aussi, pour la Chinois, cette ascension va de soi. C'est un retour à la normalité historique établie sur 3000 ans. 200 ans d'histoire défavorable peuvent-ils inverser 3000 ans d'histoire glorieuse? Probablement pas. L'histoire humaine montre que la politique ne peut jamais être complètement séparée de l'économie. Le développement économique entraîne le développement du pouvoir politique, et le pouvoir politique est nécessaire à la conservation de la croissance économique. Aussi, faites-vous une raison, car quand l'économie d'un grand pays comme la Chine, 1,4 milliard, croît, il est absolument naturel que la puissance politique croisse avec lui. Sinon, il n'est pas possible de soutenir durablement ce développement économique. 20% des besoins énergétiques de la Chine sont couverts par les exportations. C'est pas encore tout à fait ça, mais bientôt ce sera 20%. Aussi, imaginez qu'un navire chinois, un tanker, débouchant du golfe d'Ormuz, est attaqué par des pirates somaliens, lesquels, ne sachant pas faire la différence entre un capitaine britannique et un capitaine chinois, attaquent le navire du capitaine chinois. Que faites-vous? Comment protégez-vous votre sécurité énergétique? Allez-vous appeler la 7e flotte américaine à la rescousse? N'oubliez pas qu'en 1996, 2 porte-avions de la 7e flotte de l'armée navale des États-Unis étaient ancrés près des côtes de Taïwan, à la demande de Clinton, et la Chine était tout à fait incapable de rien y faire. Pour les Chinois, ce fut le réveil. 2 porte-avions, rien que 2 porte-avions sur les 14 que possèdent les Américains, et les Chinois étaient condamnés à regarder sans rien pouvoir faire. Alors, vous appelez la 7e flotte à l'aide si les Somaliens vous prennent pour quelqu'un d'autre? Les Chinois n'avaient pas d'autre choix que d'avoir leur propre armée de mer pour sécuriser la livraison de l'énergie dont dépend leur économie. S'il fallait donner le moment précis de cette prise de conscience, peut-être en effet est-ce 1996 et l'envoi de ces 2 porte-avions par Clinton. Les Chinois ont alors compris qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient protéger leurs intérêts économiques. Cela étant dit, l'économie de la Chine évolue graduellement et l'évolution des besoins politiques et militaires pour protéger les intérêts économiques de la Chine est en raison directe du développement économique. Si bien que c'est aux États-Unis qu'il faudrait poser la question. Quelle sorte de relation voulez-vous avoir avec la Chine? Si vous voulez avoir de bonnes relations avec elle, la Chine pourrait très bien devenir quelque chose qui ressemblerait assez au Japon. C'est aux États-Unis de décider de quel monde ils veulent pour demain. La Chine ne fait que ce qu'elle a à faire. Tu t'en fous, hein? Ronnie Chan. Like
Que cela vous plaise ou non, la Chine, c'est Yao Ming, 1,4 milliard de gens. Quoi qu'ils fassent, ils sont sous les projecteurs. Ils ne peuvent se cacher comme moi qui suis de petite taille. Aussi, il faut vous y habituer. Il y a aujourd'hui un LeBron James, un Yao Ming, un Shaquille O'Neal sur la scène mondiale. Il y a bien des années, j'ai prononcé un discours dans lequel j'avançais qu'en étant faible sur la scène internationale, la Chine, parce qu'elle était pauvre, stupidement divisée par son communisme, avait privé le monde de 20% de talent, de 20% de créativité et de prouesse intellectuelle. La Chine représente 19 à 20% de la population mondiale, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous ne voyez jamais... Voyons, combien d'entre vous a vu, il y a 20 ans, un film chinois? Combien a entendu parler d'un artiste chinois de cette époque ou d'un musicien chinois? Personne, ou presque, parce que la Chine était pauvre et déconnectée du reste du monde. Mais aujourd'hui, avec l'intégration économique de la Chine dans la communauté mondiale, avec son relatif enrichissement, sûrement que nous allons assister à une explosion de créativité et d'expression artistique émanant d'1,4 milliard de gens. Je crois en ce sens que la Chine va certainement contribuer énormément à l'avancement du monde dans quantité de domaines. Qui a le plus contribué au développement des nations africaines ces 20 dernières années? Dans le passé, les Européens y étaient en colonisateurs. La Chine, elle, commerce avec l'Afrique. Les Chinois ont leurs problèmes en Afrique, je le sais, surtout les entreprises privées, car les entreprises d'État sont bien meilleures. Mais le modèle de développement économique qui, en 30 ans, a tiré la Chine vers le haut, a beaucoup plus de ressemblances, d'après moi, et d'après de nombreux économistes, avec les conditions de beaucoup de pays africains en développement. Dès lors, la Chine peut être un excellent modèle à suivre pour ces économies. Que l'Europe soit en désordre ou pas, l'ascension d'un grand pays comme la Chine est appelée à changer l'ordre du monde. Vous n'avez même pas à vouloir changer quoi que ce soit. Votre présence seule y suffit. Aujourd'hui, le commerce de la Chine est à peu près égal à celui des États-Unis. Ces deux pays ensemble représentent quoi? 4-5 trillions en termes d'import-export? Si bien que, quand vous êtes grand à ce point, vous changez le monde, que vous le vouliez ou non. La question à poser dès lors est la suivante. Le reste du monde est-il prêt à accepter qu'1,4 milliard d'individus veulent améliorer leurs conditions de vie? Est-ce un désir légitime? J'ai quelques craintes quant à la réponse. Et la raison en est que l'Occident a été fort au cours des 400-500 dernières années, depuis la Renaissance, tandis que la Chine déclinait ces derniers 200 ans. Et il n'est jamais facile d'accepter un nouveau joueur à la table. Du reste, l'Occident est aujourd'hui très marqué par l'idéologie. Je parle avec des journalistes du Süddeutsche, Frankfurter Gemeinde et des journalistes français. Aucun journaliste n'est aussi idéologiquement marqué que les journalistes allemands que je connais. Un jour, j'étais à Hambourg et Angela Merkel donnait un discours où 4 ou 5 fois, elle a employé l'expression « valeur commune ». Helmut Schmidt était sur la scène avec elle. J'étais assis au premier ou au deuxième rang et j'ai levé la main pour poser une question lorsqu'est venu le moment des questions publiques. Et évidemment, le petit chinois ne fut pas choisi. J'ai remis ma question dans ma culotte, mais la voici. Je l'ai confiée plus tard à Helmut Schmidt. Chancelier Merkel, vous avez toujours les mots valeurs communes à la bouche. Je vis en Chine, cela veut-il dire que je suis censé partager vos valeurs? Cela dit, personne ne doit renoncer à ses valeurs, entendons-nous, surtout pas, que chacun garde ses valeurs. Mais lorsque vous parlez de valeurs communes, c'est comme si vous traciez une ligne dans le sable et déclariez « je suis de ce côté-ci ». Vous avez le droit d'être de l'autre côté, mais si vous ne partagez pas mes valeurs, vous n'êtes pas des miens. Gardez vos valeurs, mais vos mots divisent le monde. Pouvez-vous apprendre à ne pas imposer vos valeurs à d'autres pays? Bon, tu t'en fous, toi, hein? Tu te prélasses, tu sais qu'on est dans le bon train. Hein? On vit en Chine, nous. On n'a pas trop à se préoccuper de l'avenir. Mais j'ai de la famille en Europe. Ils ne sont pas dans le train de la modernité accélérée, telle qu'on peut la ressentir en Chine. Que va-t-il advenir d'eux? Que vont faire les gouvernements européens concernant l'avènement de la Chine? Ce que j'entends par modernité accélérée n'a pas grand-chose à voir avec les technologies de pointe, mais plutôt avec une vision apaisée
des relations qui devraient gouverner le monde. La Chine n'a jamais, dans toute son histoire, cherché à coloniser ni ses voisins, ni a fortiori des pays très éloignés d'elle. Je crois que le grand danger serait de se laisser mener par le bout du nez par des gouvernants qui auraient une vision complètement opposée à celle qui prévaut en Chine. Alors soyons vigilants et alimentons les débats. Faisons entendre notre voix. Ne dormons que d'un œil.